Le débat de France 24, bonjour, une fois n'est pas coutume, on va parler football aujourd'hui. La Coupe du Monde se poursuit pour l'équipe de France, toujours en quête de sa 3e étoile. Les Bleus de Didier Deschamps ont livré hier une nouvelle performance de haut niveau face à la Suède en 16e de finale. Victoire 3-0 et l'impression que l'attaque des Bleus n'a jamais semblé si bien huilée. Qui peut désormais arrêter les Bleus, l'Espagne, l'Argentine? Faut-il s'enflammer pour cette équipe de France plus que séduisante? On va en parler avec mes invités, 2 confrères journalistes aujourd'hui. Adèle Benta de SoFoot. Bonjour Adèle. Bonjour Florent. Bonjour Samuel Ravier-Regna. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et vous avez co-signé cette une sur Gianni Infantino, le très controversé président de la FIFA. Et à la fin, c'est le business qui gagne. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus les Allemands qui gagnent à la fin, évidemment. Référence à cette maxime célèbre du football. Et depuis Boston, Cédric Ferreira est également avec nous, notre envoyé spécial pour cette Coupe du Monde. Bonjour Cédric, vous allez être avec nous pendant les 45 prochaines minutes. Revenons donc tout d'abord sur ce nouveau succès convaincant de l'équipe de France hier. Victoire nette, sans bavure, 3-0 face à la Suède, dépassée dans tous les domaines. L'addition aurait d'ailleurs pu être plus lourde au vu des nombreuses occasions tricolores, mais l'impression visuelle est là. Les Bleus paraissent plus armés que jamais pour aller chercher cette 3e étoile. Et puis on va découvrir l'image du match, l'étreinte de Kylian Mbappé à Didier Deschamps après le premier but tricolore juste avant la pause. On rappelle que le sélectionneur des Bleus a perdu sa mère la semaine dernière. On va écouter le sélectionneur ainsi que son capitaine Kylian Mbappé. Oui, évidemment, à titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup. C'est notre capitaine. Et je ne dis pas du bien pour en dire du bien, parce qu'il est exemplaire depuis le premier jour. Donc le groupe était uni. Ils ont fait ce qu'il fallait quand j'étais pas là. Et c'était mieux que je sois pas là, pour moi et pour eux. Mais à partir du moment où je suis revenu, ils savent que je suis avec eux. Mais c'est une très bonne chose. L'état d'esprit d'un groupe... ça ne fait pas gagner les matchs, mais je sais trop bien que ça peut les faire perdre. Toute l'équipe était là avec lui. Je pense que c'est important. Il y a des choses qui sont plus importantes qu'une Coupe du Monde, plus importantes que le foot. Mais comme je l'ai dit, c'est l'ADN de ce groupe, d'être tous ensemble, de vraiment être soudés. Et on est tous derrière le coach, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer, on est tous derrière lui et on voulait lui faire ressentir qu'il n'était pas tout seul. Un groupe uni donc derrière le sélectionneur Cédric Ferreira. Le moral est au beau fixe. La prestation a été quasi parfaite hier soir. Gare quand même à l'excès de confiance. Ouais, l'excès de confiance, c'est difficile. D'un point de vue extérieur, comme nous, on peut se l'imaginer, mais pour connaître très bien Didier Deschamps, le sélectionneur le répète tous les jours à ses joueurs, justement, ne pas sombrer dans l'excès de confiance. D'ailleurs, en conférence de presse après le match hier, il encourageait les journalistes à trouver des problèmes à cette équipe de France, à continuer de la critiquer, de pointer les points faibles, les points d'amélioration. Car Didier Deschamps sait trop bien qu'un excès de confiance peut être fatal dans une phase d'élimination directe en Coupe du Monde. C'est peut-être ce qui a coûté cher à l'Allemagne d'ailleurs contre le Paraguay, même si on ne peut pas vraiment comparer aujourd'hui la puissance de l'Allemagne sur le terrain et celle de l'équipe de France. Donc je dirais que Didier Deschamps et tout le staff technique des Bleus font tout pour ne pas sombrer dans cet excès de confiance, pour essayer de préserver cette bulle autour des Bleus. Nous on les suit depuis le début de cette Coupe du Monde, puisqu'on se situe à quelques mètres de leur centre d'entraînement ici. On voit bien qu'il y a une excellente ambiance dans cette équipe. Alors l'équipe de France, de manière générale, a un savoir-faire et là je parle de Didier Deschamps, clairement, pour reconstruire un groupe qui tient dans la durée, qui arrive à s'entendre bien, en sélectionnant aussi des profils capables d'endosser des rôles de remplaçants sans pour autant perturber le groupe. Donc l'excès de confiance, j'ai du mal à y croire au sein des Bleus, qui sont vraiment bien partis dans cette Coupe du Monde. Adèle, sur cette impression visuelle laissée par l'équipe de France, c'est unanime, c'est mondial, l'équipe de France, elle impressionne. Oui, clairement, on dit que le terrain ne ment pas, et le terrain ne ment visiblement vraiment pas, puisque l'équipe de France est toute puissante. On en parlait avant de prendre l'antenne hier, ça ressemblait limite à un match d'entraînement. Enfin, en deuxième mi-temps, on se disait, mais on veut juste que l'arbitre siffle la fin pour laisser tout le monde aller se reposer, parce qu'il y avait cette impression de facilité qui se dégageait. Et surtout, en fait, on n'arrive pas à voir quelle équipe aujourd'hui peut venir titiller l'équipe de France. C'est surtout ça qui est assez frappant. C'est que sur les éditions précédentes, on pouvait dire, voilà, il y a telle ou telle équipe qui a un style de jeu similaire, qui a une dynamique similaire. Là, l'équipe de France est tellement haute, tellement forte, qu'on se dit qu'on ne voit pas comment elle pourrait trébucher, même face aux mastodontes qui restent, que ce soit l'Argentine, l'Espagne ou le Portugal. Et on parlera de ces nations après. Samuel, l'équipe de France, elle peut devenir aussi une référence
par le jeu. Ça n'a pas forcément été le cas par le passé. Ouais, c'est vrai que ce qui se dégage du match d'hier, c'est vraiment l'impression d'un feu d'artifice, c'est-à-dire des individualités extrêmement fortes devant, Dembélé, Mbappé, Olysée, Barcola, qui jouent bien ensemble. Et il y a cette impression collective très forte devant, tout le monde attaque, tout le monde joue bien ensemble. Et c'était très spectaculaire à voir. Et c'est vrai que c'est marquant parce que, comme vous disiez, le coach a beaucoup été critiqué pour avoir un jeu fermé, un jeu plutôt défensif. C'est sur ça qu'en 2018, on a gagné la Coupe du Monde. Et donc là, il y a quelque chose où le staff s'est adapté à l'effectif dont il dispose, et l'équipe est beaucoup plus offensive, spectaculaire, marque beaucoup de buts, et c'est très positif. Cédric, qu'est-ce que vous avez le plus aimé hier chez nos Bleus ? Ouais, c'est l'animation offensive. Du point de vue des tribunes, c'est vraiment très impressionnant de voir Michael Olysée évoluer, régaler de ses passes, et de ses passes décisives d'ailleurs pour l'attaque de l'équipe de France, pour Mbappé. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est l'animation offensive. Et c'est vrai que c'est curieux, parce que quand on revient, il n'y a pas plus que 2 ans en arrière, l'équipe de France avait été humiliée par l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Défaite 2-1. Le score n'était pas énorme, mais dans la manière de jouer, la France était extrêmement décevante. Il y avait ce type de jeu défensif prôné par Didier Deschamps qui avait connu un certain succès, et en l'espace de 2 ans, l'équipe de France s'est totalement transformée en machine offensive, ce qui est contraire d'ailleurs à la philosophie de Didier Deschamps. C'est ça qui est le plus surprenant, et de voir que ça marche en très peu de temps. Alors il y a eu quand même un changement depuis 2024, c'est l'arrivée de Michael Olysée, de Désiré Doué également, les membres du carré magique comme on l'appelle désormais, même si contre la Suède c'est plutôt Bradley Barcola qui avait démarré en tant que titulaire, donc on peut même parler de 5 joueurs magiques en attaque de l'équipe de France. Mais ce qui me plaît le plus dans cette équipe de France, c'est la manière de jouer vers l'avant, toujours, la priorité à l'attaque, et pour l'instant ça marche très très bien, même si on connaît les points faibles, et on va sûrement reparler du côté de la défense, mais c'est plutôt cette puissance offensive qui est à l'œuvre, et toute l'équipe est tournée vers ça, et ça fait du bien au football tout simplement. Là on sort du cadre de l'équipe de France, c'est bien de voir enfin du football offensif, et de voir que ça marche, que ça fonctionne, parce que parfois on a tendance enfin les sélectionneurs, ont tendance à vouloir chercher la facilité, jouer défensivement pour essayer d'arracher des victoires. Là, la France se rue à l'attaque, et pour l'instant, c'est un pur bonheur. Cette transformation, elle est nette depuis l'Euro 2024. C'est les joueurs, c'est aussi peut-être la dernière compétition de Didier Deschamps. Est-ce qu'il faut y voir un rapport de cause à effet ? Moi, je dirais que l'importance, comme a dit mon confrère, c'est le fait qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des jeunes joueurs qui sont arrivés, et que donc l'effectif a changé, et les équilibres ont changé dans l'équipe. Le coach s'y est adapté, et donc a construit cette équipe qu'on pensait un peu déséquilibrée au début, avec 4 joueurs offensifs. Finalement, pour l'instant, ça tient comme ça, et ça offre un spectacle incroyable. Peut-être qu'il va changer en fonction de l'adversité, et repasser à 3 milieux de terrain. On va voir comment ça va se construire. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a choisi le système le plus adapté en fonction des joueurs qu'il avait. Et sur la défense aussi, je trouve qu'hier, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est que l'équipe a été critiquée pour la fragilité dont on pensait qu'elle souffrait. Hier, ça s'est bien passé défensivement. Il faudra voir contre une adversité encore plus forte, mais hier, c'était plutôt rassurant en termes défensifs. Sur les 4 joueurs offensifs alignés par Didier Deschamps, on sait que c'est pas gagné. On se souvient de Blaise Matuidi, ailier gauche, lors de la victoire en 2018. Les 4 offensifs, a priori, vont rester jusqu'à la fin de la compétition. Donc c'est quand même un signe que Didier Deschamps veut aller de l'avant. C'est ça, je pense. Pour sa dernière, en fait, il se fait plaisir, et surtout, il a su s'adapter. Quand Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale, on a eu peur de ne plus avoir de joueurs créatifs en équipe de France. Et Michael Olysée arrive. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est cet infini réservoir, entre guillemets, dont on peut disposer. C'est-à-dire que si c'est pas Kylian Mbappé qui marque, ce sera Ousmane Dembélé. Si c'est pas Ousmane Dembélé, c'est Barcola. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une forme de certitude offensive. Et surtout, cette certitude-là offensive ne déséquilibre pas l'équipe. C'est-à-dire que c'est pas une équipe coupée en deux où tout le monde marque, mais personne ne défend. On voit les efforts. Et il y a même, je dirais, les supporters parisiens vont peut-être apprécier, il y a un peu du PSG qui déteint sur ce PSG-là, c'est-à-dire qu'on attaque ensemble et on défend ensemble, ce qui fait que cette équipe de France ne se retrouve que très très rarement inquiétée depuis le début de la compétition. Allez-y, et ce qui est très marquant en plus dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un banc de touche qui est impressionnant. Il y a des joueurs de l'équipe de France sur le banc, Cherki, Akliouche, qui pourraient jouer dans beaucoup d'autres équipes européennes. Qui seraient titulaires, et qui jouent très peu en équipe de France, parce que l'effectif est extrêmement dense. Et donc il y a un choix infini pour Deschamps, la possibilité de faire tourner. Et ça, c'est vraiment une force impressionnante. Et en même temps, pour les titulaires, il n'y a que peut-être 2 joueurs qui pourraient s'intégrer. Barcola à la place de Doué et Digne à la place de Théo Hernandez. Donc c'est-à-dire qu'il y a un groupe de 11-13 joueurs qui part titulaire. Exactement. Il y a une équipe type, il y a une ossature
qui est là, avec 2 changements qui alternent le plus souvent. Et en fait, ça démontre que Didier Deschamps, malgré donc cet allant offensif qu'il a su mettre en place pour cette édition 2026 de la Coupe du Monde, il renie pas ses principes, puisqu'on sait que c'est un homme de groupe, c'est-à-dire que quand il a son groupe, son noyau dur, il n'y déroge jamais. Et là, en fait, c'est le cas. On a l'impression que voilà, ça rentre, ça sort, mais en fait, lui, il a vraiment son noyau dur, ses hommes de confiance. Et ensuite, selon l'adversaire, selon le scénario du match, il peut amener quelques touches extérieures. Et sur le groupe, c'est l'expression consacrée. On a l'impression que le groupe vit bien. Cédric Ferreira, je reviens vers vous. Est-ce que, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, la perte pour Didier Deschamps de sa mère, est-ce que ça peut souder le groupe autour de lui qui aura envie de lui offrir une sortie par la plus grande porte, évidemment pour cette dernière Coupe du Monde, et évidemment en ce moment, alors qu'il traverse un moment difficile? Je pense que l'image qu'on a tous vue, celle de Kylian Mbappé qui fonce vers son sélectionneur après son premier but contre la Suède pour le réconforter et qui ensuite était rejoint par l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, veut dire beaucoup. Évidemment que ça a soudé les joueurs ces derniers jours, car le sélectionneur Didier Deschamps compte beaucoup aux yeux des joueurs, déjà parce que c'est tout simplement leur boss, et parce qu'il incarne aussi quelque chose, il incarne la victoire tout simplement en tant que joueur lorsqu'il a gagné la Coupe du Monde en 98, en tant que sélectionneur aussi avec la victoire en 2018, la finale de l'Euro en 2016 et la finale évidemment contre l'Argentine en 2022. Donc c'est quelqu'un qui a une aura auprès des joueurs et qui n'est discuté par personne. Donc il y a eu ce moment difficile pour Didier Deschamps. Les joueurs lui ont témoigné toute leur affection via les commentaires, les prises de position publiques et également sur le terrain en venant le réconforter après le premier but de Mbappé. C'est certain que ça a soudé le groupe, là, dans les jours qui viennent de précéder. Maintenant, pour la suite de la compétition, je pense que Didier Deschamps lui-même veut à tout prix se concentrer sur l'essentiel, le sportif, la suite de la compétition. Ça sera le Paraguay dès les 8e de finale. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de cet événement pour souder le groupe. Ça soude encore plus le groupe, tant mieux pour l'équipe de France. Mais on sentait déjà un groupe très soudé dès le départ. On les observe régulièrement à l'entraînement. Ici, on voit que l'atmosphère est très sérieuse mais détendue en même temps. La Fédération française de football fait le travail aussi à travers sa communication sur les réseaux sociaux pour partager quelques moments d'intimité. Et je pense réellement que ces moments d'intimité d'ailleurs sont sincères. Donc absolument tous les voyants sautent au vert chez les Bleus pour continuer la suite de ce tournoi dans des bonnes conditions. Sur cet éventuel supplément d'âme, ce n'est pas un débat de journalistes que nous sommes ? Si, mais en fait, je pense que les joueurs eux-mêmes en ont conscience que voilà, cette vie de groupe est plus importante que le talent qu'il peut avoir sur le terrain. En 2024, même si l'équipe de France arrive en demi-finale, c'était quand même un échec et on sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait à ce groupe-là. Dans une interview, Kylian Mbappé parlait aussi de l'Euro 2021, dont il disait que c'était la pire ambiance qu'il avait connue en équipe de France. Donc tout ça, ces précédents-là, en fait, font qu'aujourd'hui, en 2026, lui qui est capitaine, prend justement cette responsabilité-là en disant « Ok les gars, on a du talent, on est fort, mais il ne faut pas oublier ce supplément d'âme justement, cette vie de groupe qui est tout aussi importante. Et le fait que tout ce monde-là soit soudé autour de Didier Deschamps, ça ne fait que renforcer cette excellente dynamique. » Et on va évoquer les différents joueurs de l'équipe de France, Kylian Mbappé en tête bien sûr. Un mot tout de même sur Didier Deschamps qui peut entrer dans l'histoire. Il est déjà devenu le recordman de victoires en Coupe du Monde pour un sélectionneur. S'il va en finale, il pourrait disputer le plus grand nombre de matchs. Il a gagné la Coupe du Monde en capitaine en 1998. Ça pourrait être l'apogée. Il pourrait tout simplement devenir le meilleur sélectionneur de tous les temps. C'est vraiment un monstre sacré du football, et du football français en particulier. Il a, en tant que joueur et entraîneur, une carrière formidable. En tant qu'entraîneur aussi en club, à Marseille, à Monaco, il a obtenu des résultats exceptionnels. Et en plus, il réussit à faire ce qu'on a dit, à adapter son jeu, à changer et à proposer un jeu très offensif, alors qu'il est sur le point de quitter l'équipe de France. Donc c'est vraiment, il a un palmarès extraordinaire. On l'a souvent critiqué, Didier Deschamps, il va manquer au public français. Je pense que oui, je trouve qu'on apprécie les gens qu'une fois qu'ils ne sont plus là finalement, et ça va être là. Je crois que les politiques en savent quelque chose. Ouais. Et ce sera la même chose pour Didier Deschamps. À la fin du match, il a contre la Suède, au coup de sifflet final, il a sorti une phrase qui moi m'a un peu interpellé dans le sens positif du terme, où il a dit « Les joueurs sont en mission et moi aussi ». Donc je pense qu'il a vraiment envie bien évidemment, il avait déjà envie d'aller chercher cette 3e étoile avant le début du tournoi, mais là, il y a quelque chose qui se dessine encore plus chez lui, et c'est que du bonus
pour nous, en fait, et c'est que du plaisir. Et vraiment, j'espère que cette équipe de France ira au bout. Ouais. Cédric Ferreira, Didier Deschamps, on peut le dire, hein, c'est le vainqueur absolu du football français. Le palmarès est long comme le bras. Il incarne la victoire tout simplement et ça dépasse le cadre du football français. C'est vrai qu'il a toujours été animé par cette soif de victoire en tant que joueur, Coupe du Monde 98, Euro 2000 en tant que capitaine des Bleus et puis ensuite en tant qu'entraîneur. On le rappelle, il avait été quand même champion de France également avec l'Olympique de Marseille avant ensuite de prendre la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde désastreuse de 2010. Donc c'est tout ça Didier Deschamps et c'est moi ce qui m'impressionne le plus en fait, c'est qu'on pensait qu'il mourrait avec ses idées, c'est-à-dire ce jeu pragmatique, ce jeu tourné plutôt sur l'aspect défensif. Et pour sa dernière sortie, je ne sais pas si ça l'a influencé, l'idée de laisser une bonne image en termes de jeu et de développer un jeu qui plaît à tout le monde. Et peu importe si l'équipe de France ne remporte pas la Coupe du Monde à la fin, je ne sais pas si ça l'a animé. Mais en tout cas, il a réussi à aller contre ses idées, à s'adapter à ses joueurs. Ça marche pour le moment. Mais déjà, ce qu'a dégagé l'équipe de France jusqu'ici, sur le papier, un échec, par exemple, en demi-finale, une défaite en demi-finale, ça serait un échec pour l'équipe de France. Mais si on peut imaginer que l'équipe de France quitte la compétition en demi-finale en ayant offert autant de spectacles, autant de beaux jeux, je pense quand même que la sortie de Didier Deschamps sera réussie. Il n'y aura peut-être pas le titre au bout, mais tout de même, il y aura cette dernière belle image laissée par le sélectionneur des Bleus. Il va quitter l'équipe de France. À chaque rencontre, c'est peut-être son tout dernier match avec l'équipe de France. Il en est conscient, tout le monde en est conscient. Et vous parlez de l'image, la trace qu'il va rester. On sait que la suite, ça sera avec Zinedine Zidane. C'est pas encore officiel, mais c'est un secret de polichinelle. Et finalement, heureusement que c'est Zinedine Zidane, parce que prendre la suite de Didier Deschamps après la trace qu'il a laissée, il faudrait une personnalité extrêmement forte pour pouvoir relever un tel défi. Et finalement, il n'y a pas mieux que Zinedine Zidane pour ça. Il a raison, Cédric, passer derrière Didier Deschamps, c'est compliqué. Il faut être une idole nationale comme Zidane pour pouvoir le faire. Ouais. Il faut voir le bilan des 14 ans, c'est ça, des 14 ans de Deschamps. 2012-2026, tout à fait. Avec la finale de l'Euro, les 2 finales de Coupe du Monde dans la victoire, c'est un bilan extraordinaire. Et donc, n'importe quel coach qui va arriver va être confronté à des critiques dès lors qu'il ne va pas gagner autant que Deschamps. Et donc, Zidane, avec toute l'aura qu'il a en France et l'aura du sacre de 98, et des triomphes qu'il a eu à Madrid comme entraîneur, il est sûrement le mieux armé pour pouvoir répondre à cette pression-là qu'il va avoir du résultat. Et c'était pas gagné pour Didier Deschamps qui avait donc nommé Kylian Mbappé capitaine en lieu et place d'Antoine Griezmann ce qui avait motivé, on le sait, sa sortie de l'équipe de France. Didier Deschamps, là, il a quand même beaucoup à jouer. Il a nommé Kylian Mbappé capitaine. Il sait que son choix doit compter, doit être important aujourd'hui. C'est ça, c'est un peu son homme de base en fait, Kylian Mbappé. C'est le dernier garant un peu de la génération 98 en équipe de France. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a grandi avec Didier Deschamps. Et je pense que cette confiance transmise par Didier Deschamps, elle est aussi due au fait que il a lancé un peu la carrière de Kylian Mbappé indirectement, Didier Deschamps. Donc ces deux hommes-là se sont dit, ok, il y a comme un pacte en fait entre les deux pour aller au bout en 2026. Et je pense que si l'équipe de France va au bout, en fait, Didier Deschamps aurait eu raison du début à la fin. Et comme le disait Cédric, notre confrère à Boston, il ne faut pas oublier qu'il prend l'équipe de France quasi en ruine en 2012, après l'échec de Neissner en 2010, puis le passage de Laurent Blanc en 2012. Donc il y a vraiment une construction. Si l'équipe de France en est là aujourd'hui, c'est uniquement et seulement grâce à Didier Deschamps. Et Kylian Mbappé, c'est évidemment le monsieur plus en équipe de France, double buteur encore hier. Écoutez à ce propos le joueur suédois Alexander Isak, l'attaquant de la Suède, qui est très élogieux, bien sûr, à l'égard du joueur du Real Madrid. Les performances de Mbappé et ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est l'un des meilleurs footballeurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Et en plus de ça, ils ont quelques autres joueurs de très bon niveau également. Kylian Mbappé qui est quand même en train de se racheter une cote de popularité. On se souvient de sa sortie du Paris Saint-Germain il y a 2 ans, pour le moins tumultueuse, Samuel. C'est ça, l'impression qui se dégage, c'est une capacité de réaction et d'être présent au rendez-vous qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui a été beaucoup critiqué, y compris en France, qui sort d'une saison compliquée sur le plan collectif avec le Real Madrid, avec beaucoup de critiques de part et d'autre, et que tout le monde attend, dont tout le monde se dit qu'il faut qu'il soit là au rendez-vous après avoir fait déjà 2 premières Coupes du Monde exceptionnelles, et qui a marqué 6 buts en 4 matchs de Coupe du Monde, 2 passes décisives, et donc des sacrés buts, qui est en train de faire une Coupe du Monde extraordinaire. Comme beaucoup de très bons joueurs pendant la Coupe du Monde, là, celle-là, il est au rendez-vous.
et il est en train de marquer son empreinte la Coupe du Monde, et pour l'instant il n'a jamais raté une Coupe du Monde, Mbappé. Cédric Ferreira, c'est vrai qu'Kylian Mbappé, il est au rendez-vous, c'est l'homme des Coupes du Monde, côté français depuis 8 ans maintenant. On rappelle les statistiques, déjà c'est 18 buts marqués en 18 matchs de Coupe du Monde, c'est absolument hallucinant déjà comme statistique. Il a la poursuite de Lionel Messi qui est le record absolu, qui détient le record de buts en Coupe du Monde, c'est-à-dire 19 buts marqués. Kylian Mbappé en est à 18, donc déjà ce duel est franchement alléchant d'un point de vue statistique. Il est le meilleur buteur actuel, il a inscrit 3 doublés, 6 buts marqués. Mais surtout, c'est intéressant ce que vous disiez sur l'image d'Mbappé. Ici, c'est absolument stupéfiant. En l'espace de quelques semaines, comment sa cote de popularité a grimpé en flèche. Alors, il faut comprendre qu'ici, c'était déjà une star, Kylian Mbappé. Nous qui sommes basés à Paris, qui l'avons bien connu au PSG, Kylian Mbappé est régulièrement critiqué depuis plusieurs années et encore plus ces derniers mois avec le Real Madrid. On lui reproche son individualisme, etc. Là, c'est vrai qu'avec le maillot bleu, il est totalement transfiguré. Il a vraiment l'attitude d'un capitaine exemplaire par son attitude et par ses mots en conférence de presse. Et puis surtout ici, il est dans un environnement où il est une star absolue aux États-Unis. Toutes ces critiques qu'on entend en Europe sur lui et qui alimentent nos propres débats à nous, ici, ça n'existe pas. Vous voyez des maillots de Mbappé absolument partout. Les Américains sont fans de lui. Alors c'est vrai que Mbappé a une stratégie de communication axée sur les États-Unis. Il vient régulièrement voir des matchs de NBA. Il est sponsorisé par Nike, qui insiste aussi également pour en faire de lui une star sur ce continent. Mais on sent que c'est un joueur totalement différent d'il y a quelques mois avec le Real Madrid où on le sent apaisé, souriant, les performances répondent sur le terrain, tout marche pour le mieux dans le groupe de l'équipe de France, avec le sélectionneur. C'est impressionnant de voir ce revirement de situation. Il est en train de marquer le football mondial, il l'avait déjà marqué avec la victoire en 2018, son triplé contre l'Argentine en finale. Et là, on assiste tout simplement à l'histoire du football qui s'écrit sous nos yeux. Et on assiste à la meilleure version de Kylian Mbappé qui fait les replis défensifs aussi en équipe de France, un petit peu plus qu'au Real Madrid, ça nous a marqué en tout cas. Exactement, en fait j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de Kylian Mbappé pour ce tournoi. Il l'avait dit d'ailleurs avant le tournoi, peut-être en voyant son ancien collègue Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Exactement, et surtout la capacité de rebond qu'a ce garçon finalement pour un tournoi aussi prestigieux et aussi intense et de niveau très élevé qu'est la Coupe du Monde, c'est assez impressionnant. Pour moi, c'est un avis personnel, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin, c'est le meilleur joueur du tournoi parce que j'ai rarement vu un joueur en fait se mettre en mode Coupe du Monde comme lui sait le faire. Faut pas oublier qu'avant le début de la compétition, il y avait des débats. Est-ce que Kylian Mbappé doit être titulaire en équipe de France ? Il n'a pas marqué lors des 2 matchs de préparation des Bleus. On recommençait aussi à douter et dès le premier match face au Sénégal, il a encore remis les pendules à l'heure. Donc... La fameuse histoire de la France et ses 70 millions de sélectionneurs. Exactement. Voilà. Donc il y a vraiment un côté impressionnant chez Kylian Mbappé et si la France va au bout avec le niveau qu'affiche Mbappé, je ne vois pas sur quel registre on pourrait désormais le critiquer. En fait. Et puis question importante aussi sur son leadership, il est désormais capitaine, beaucoup le questionnaient avant la Coupe du Monde. Il y a de quoi être satisfait pour l'instant ? Il porte l'équipe. Il porte l'équipe par ses performances, par ses buts, par son attitude sur le terrain, par ses replis défensifs. Il donne l'exemple, qu'est-ce qu'on attend d'un capitaine, et il le fait à chaque match. Bon, et comment ne pas évoquer évidemment Michael Olise, ce talent rare, je ne sais pas l'impression qu'il vous a laissé hier. C'est exceptionnel. On parlait de Kylian Mbappé juste avant. Sans Michael Olise, Kylian Mbappé ne marque pas meilleur passeur de la Coupe du Monde avec 5 passes Exactement, décisives. avec 5 passes décisives. C'est un garçon qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an en équipe de France. Et en 1 an, en fait, c'est devenu le maître à jouer des Bleus. Avant le tournoi, on avait l'hésitation en se disant est-ce que ce sera Michael Olise ou Ryan Cherki qui est aussi très très bon, excellent à Manchester City, qui serait titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps. Il a fallu d'un match d'intro face au Sénégal pour mettre tout le monde d'accord. Il est impressionnant, il aurait pu mettre le but du tournoi hier avec un retourné absolument exceptionnel qui s'est malheureusement écrasé sur le poteau. Donc honnêtement, c'est juste fou. Et s'il reste sur ces standards-là, Michael Olise, avec la saison qu'il a réalisée au Bayern Munich, il faudra peut-être parler de Ballon d'Or aussi pour lui. Cédric Ferreira, Michael Olise, c'est un talent rare. On a parlé de ce retourné, de ses 5 passes décisives déjà. C'est un joueur beau à voir jouer, ce n'est pas si courant.
C'est un ange venu du ciel pour éclairer de son talent les terrains de football. C'est un régal de le voir jouer. Effectivement, vous parlez d'un potentiel candidat au Ballon d'Or. C'était déjà le cas avec la saison qu'il a réalisée au Bayern Munich. Franchement, impressionnant. Avant même la Coupe du Monde, d'ailleurs, il y avait un débat sur le système de jeu de Didier Deschamps. Est-ce qu'on laisse Olysée à droite? Est-ce qu'on le met en numéro 10 pour faire de la place à Dembélé? Bref, on a vu que Olysée est incroyable à droite, exceptionnel en numéro 10. Il peut jouer absolument partout. C'est vraiment impressionnant de le voir jouer, et son match contre la Suède était une œuvre d'art. Il manquait que ce petit but. D'ailleurs, s'il avait mis ce retourné, c'était déjà le plus beau but de la Coupe du Monde, certainement. D'ailleurs, dans la presse L'Équipe, il a eu la note de 9. Avoir une note de 9 sur 10 pour un joueur qui n'a même pas marqué un but, il a fait 2 passes D. C'est quand même déjà un signe du chef-d'œuvre qu'il vient de réaliser. On a encore envie de le voir jouer. C'est peut-être même lui la star de l'équipe de France à la fin du tournoi. On parle beaucoup des buts de Kylian Mbappé, évidemment, mais Olysée, il s'est révélé vraiment cette saison au monde entier avec le Bayern Munich. Il écrase de son talent cette Coupe du Monde. Ce duo Mbappé-Olysée, je m'interrogeais d'ailleurs hier après la rencontre. Depuis quand on n'avait pas vu une attaque aussi impressionnante avec autant de talent, Mbappé, Olysée, Dembélé, Doué? La première idée qui m'est revenue, c'est le Brésil de 2002, voire 2006, avec Ronaldo, Kaká, Rivaldo, voire Adriano. Je ne sais pas ce que vous en pensez en plateau, mais je ne me souviens pas d'avoir vu une sélection avec une attaque aussi impressionnante depuis de nombreuses années. Je vais presque vous montrer ma feuille, c'est exactement ce que j'avais marqué. Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho. Donc c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Cédric, avec ce parallèle en plus entre le Brésil, 1994 vainqueur, 1998 finaliste, 2002 vainqueur, ce que pourrait faire l'équipe de France 2018, 2022, 2026, ce parallèle, il a lieu d'être selon vous? Il a lieu d'être, surtout que là, on va retrouver le Paraguay en 8e de finale, comme en 98. Je ne l'avais pas encore évoqué, vous avez raison. Et qu'on pourrait potentiellement retrouver l'Argentine en finale, comme en 2022, pour une petite revanche. Donc, il y a plein de petits signes qui font que... voilà. Et cet aspect aussi de 4 joueurs qui pourraient être Ballon d'Or. On vient de citer Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho, tous ont eu le Ballon d'Or. Avec cette équipe de France, Dembélé qui l'est déjà, peut-être Mbappé, peut-être Olysée, voire Doué ou Barcola, c'est possible peut-être un jour. Quel est votre sentiment, Samuel? Il y a des parallèles avec le Brésil. Il y a ce qu'on a dit, une équipe formidable offensivement, une armada offensive, des clins d'œil avec le Paraguay. Il y a tout ça. Moi, je dirais, si on voulait tempérer sur quelque chose, c'est de dire, pour le moment, les équipes que la France a affrontées, c'est pas encore de très très haut niveau. Il y a eu le Sénégal qui est une très bonne équipe et qui a pas offert une prestation super forte contre l'équipe de France. Il y a eu l'Irak qui n'était pas une très bonne équipe à la Coupe du Monde, la Norvège qui a mis une équipe de remplaçants contre l'équipe de France, et la Suède qui a failli ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, il y a une performance exceptionnelle de l'équipe de France, là où d'autres cadors ont beaucoup de mal contre des équipes censées être plus petites, comme l'Allemagne, qui a perdu contre le Paraguay. Mais je pense qu'il faudra qu'on juge aussi à la lumière des performances que l'équipe de France fera contre les plus grandes équipes de la planète. Et là, on pourra voir si on est à la hauteur de ces équipes-là, comme le Brésil de 2002. Et il faut bien se l'imaginer avec la profusion de talents qu'a l'équipe de France. On n'a même pas encore parlé d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, double champion d'Europe en titre avec le Paris Saint-Germain. C'est évidemment le 3e larron qui a été un petit peu plus effacé hier, Cédric. C'est ce que vous avez vu également sur le terrain? Il était un peu plus effacé aussi parce que les autres ont été étincelants. Là, je parle de Mbappé et d'Olysée. Maintenant, sa première période, quand même, il était dans les combinaisons. Et puis, il signe tout de même une passe décisive pour Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Donc, il est un peu en retrait, mais il a quand même été décisif durant cette rencontre. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné, l'actuel Ballon d'Or, par les critiques lors des matchs de préparation, lors des premiers matchs du tournoi. D'ailleurs, quand il a inscrit son triplé contre l'Irak, il a bien fait comprendre qu'il avait été vexé par ces critiques, même en conférence de presse après la rencontre, dans ses réactions face aux journalistes. Un peu plus effacé, mais je pense quand même qu'il a un rôle très important dans cette animation offensive, car il apporte quelque chose de différent. Il peut jouer ailier, il est excellent aussi dans les petits espaces, donc il n'a pas la même, clairement, il n'a pas la même influence qu'au PSG, mais en même temps, il n'occupe pas la même position, il n'est pas accompagné par les mêmes joueurs. Le football de sélection, c'est vraiment très différent, c'est pas non plus la même intensité, on lui demande sûrement pas la même chose. Par exemple, face à la Suède, on avait bien compris que Didier Deschamps voulait absolument qu'il reste sur le couloir droit et qu'il ne rentre pas dans l'intérieur du jeu, sûrement pour pas encombrer l'espace de Michael Olysée. Donc un peu plus effacé, mais faut pas tomber non plus dans la critique facile, car il reste décisif quand même sur les derniers matchs. Mais ça paraît fou, le Ballon d'Or doit aussi trouver sa place dans cette équipe de France. C'est un travail en cours. Exactement, et c'est le symbole en fait du roulement offensif dont on dispose en équipe de France. Après, il y a aussi pour Dembélé, à sa décharge,
ça n'a jamais été, entre guillemets, un joueur de sélection. Depuis qu'il est en équipe de France, il a rarement eu des... Pourquoi selon vous? Parce que je me dis que c'est une question de système. Avec Luis Enrique, il a trouvé le système et l'entraîneur qu'il lui fallait. Comme le disait Cédric, en équipe de France, vous avez moins de temps de travail. Donc forcément, pour s'adapter à ses coéquipiers, au schéma de jeu mis en place par l'entraîneur, Dembélé, c'est un joueur qui a certainement besoin de temps justement pour assimiler tous ces schémas de jeu. Et avec l'équipe de France, il a peut-être moins de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, bien évidemment. Sur ses prestations d'Ousmane Dembélé, Samuel? Il a répondu présent à la Coupe du Monde contre l'Irak. Il a mis un triplé. Face à la Norvège, le triplé. Oui, exact. Norvège triplé. Il a répondu à la pression. Il y avait toute cette situation-là de tension, de critique. Et c'est compliqué dans une équipe avec un effectif aussi dense de répondre présent à chaque fois. Et donc là, il a montré qu'il était lui aussi au niveau et qu'il était à sa place parmi tous les autres. Cédric, le Paraguay se profile désormais en 8e de finale pour les Bleus. C'est une équipe accrocheuse? Juste pour corriger, effectivement, c'était un triplé contre la Norvège et un but contre l'Irak. Oui, pardon de vous avoir induit en erreur en plateau. Alors le Paraguay, nous l'avons vu à l'œuvre contre l'Allemagne. Nous y étions au match puisqu'il s'est déroulé à Boston. Clairement, c'est une équipe qui ne prend aucune initiative offensive, qui va jouer défensif. C'est une équipe extrêmement accrocheuse. Il va falloir s'attendre à un bloc très bas avec beaucoup d'intensité dans les duels. Et qui va essayer de jouer la moindre contre-attaque pour essayer de marquer. Ça a été le cas face à l'Allemagne, où l'Allemagne a surdominé cette rencontre, s'est procuré des occasions. Et puis sur une des rares offensives en première période, le Paraguay avait trouvé la faille par Enciso et avait ensuite défendu farouchement son avantage avant de se faire égaliser. Puis on connaît l'histoire. L'Allemagne a été éliminée au tir au but avec Orlando Gil, le gardien paraguayen, qui finalement incarne la relève de Chilavert. Là, si on fait le parallèle encore avec 98, c'est fou. C'est qu'à l'époque, c'était à peu près le même scénario. Le Paraguay qui était surtout connu pour sa capacité défensive, avec un gardien Chilavert qui incarnait cette défense solide, qui était le leader de cette équipe. Et aujourd'hui, on a vu qu'Orlando Gil, le gardien paraguayen, a été décisif contre l'Allemagne en 16e de finale, qu'il va faire parler de lui avant évidemment cette rencontre et qu'il sera peut-être l'un des éléments déterminants vu que le Paraguay va passer l'ensemble de ce match à défendre. Il faudra éviter les tirs au but face au Paraguay. 3 tirs au but ratés en tout cas sur 6 par les adversaires allemands en 16e. C'est ça, Orlando Gil, le gardien de but, est excellent dans l'exercice. Et je me faisais la réflexion hier, à la fin du match face à la Suède, je me disais, face au Paraguay, il faudra vite plier le match le plus vite possible, en fait, pour éviter de tomber dans le même piège que les Allemands. Les Allemands sont tombés dans le piège paraguayen face à une défense hyper regroupée, hyper solide, teigneuse aussi, et un peu vicieuse même sur certains coups. Les Allemands sont tombés dans ce piège-là. Je pense que l'équipe de France a suffisamment de talent offensif pour déjouer le bloc défensif paraguayen. Donc oui, si on pouvait plier le match dès la première période, ce serait magnifique. Ça sent le piège à plein nez, Samuel? Ça sent le piège. En même temps, je pense que par rapport à l'Allemagne, ils ont des ailiers qui sont des très bons joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs en forme, avec Wirtz, avec Musiala, qui n'ont pas réussi à casser le verrou. Paraguayen, et l'équipe de France a des joueurs offensifs en pleine forme qui semblent beaucoup plus capables de créer des décalages. Et sur les tirs au but, il ne faut pas oublier que nous aussi on a un gardien maintenant qui sort beaucoup de tirs au but, qui en a sorti en premier tour, Mike Maignan, et qui est un gardien aussi qui est réputé pour ça, et donc on aura du répondant si jamais on venait à les affronter au tir au but. Et pour rebondir sur le thème de notre débat, qui stoppera les Bleus? En tout cas, côté supporters français, la confiance est au beau fixe. Je vous propose d'écouter sur France 24 ces quelques réactions et on en reparle juste derrière. Énormissime. La France va être championne du monde. Donc vraiment un super match ce soir. Et on était tous les deux un peu tendus avant le début du match. Et voilà, le match nous a pas déçus. C'était un super moment. Mbappé, juste magnifique tous les matchs. Il nous régale avec des super buts. Maintenant, on attend un but d'Olysée. On a senti qu'il avait envie et maintenant, on attend ça. Bon alors, qui pourra arrêter les Bleus? L'Espagne se profile peut-être pour la demi-finale, avant peut-être l'Argentine en finale. Cédric, vous les voyez aller loin, évidemment, ces Bleus. Est-ce que l'Espagne aujourd'hui est au niveau, après une entrée difficile face au Cap-Vert? Les Espagnols ont assuré leurs 2 matchs suivants. Oui, l'Espagne, c'est l'un des principaux rivales de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. On rappelle le contentieux. D'ailleurs, Lamine Yamal a déjà lancé les hostilités puisqu'il a accordé une interview en disant que l'équipe de France n'était pas plus forte que l'Espagne. Il y a 2 ans, ils se sont affrontés en demi-finale de l'Euro 2024. Et clairement, ça avait été une démonstration espagnole dans le jeu. Sauf qu'on vient d'en parler pendant de longues minutes, l'équipe de France a totalement changé. Oui, c'est l'un des principaux rivaux de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, même si bien sûr il y aura l'Argentine de l'autre
l'autre côté du tableau. J'ai commencé à faire mes projections. A priori, la France passera le Paraguay. En quart de finale, ça devrait faire France-Maroc. Et ensuite, peut-être un duel face à l'Espagne. Bon, là, je m'avance un peu, mais... Ouais, l'Espagne, on ne peut pas les écarter, même si la phase de groupe n'a pas été convaincante. Il faut toujours garder en mémoire l'histoire du football. Et quand l'Espagne a gagné sa Coupe du Monde 2010, elle avait commencé par une défaite face à la Suisse en phase de groupe. Quand l'Argentine, en 2022, gagne la Coupe du Monde, ils avaient commencé aussi par une défaite contre l'Arabie Saoudite. Donc les enseignements de la phase de groupe, il ne faut pas non plus y accorder trop d'importance. Maintenant, c'est vrai qu'une victoire avec la manière donnerait sûrement de la confiance aux Espagnols, car sinon, psychologiquement, c'est les Bleus qui auront l'avantage au coup d'envoi, en cas de confrontation, évidemment. L'Espagne dangereuse parce que c'est une philosophie de jeu depuis de nombreuses années. Oui, et qui a fait mal à la France à l'Euro 2024, en finale des JO 2024 à Paris, contre laquelle il y a un contentieux effectivement, et qui en 2024 avait une qualité d'équipe très dominante, que maintenant, pour l'instant, il semble moins avoir, mais on va voir comment est-ce que ça se passe en phase finale de Coupe du Monde, et qui va dépendre aussi beaucoup, je crois, de Yamal et de sa capacité à créer des décalages sur son côté. Et ensuite, moi j'ai l'impression que l'équipe la plus solide jusque-là, c'est l'Argentine avec l'équipe de France, celle qui a été la plus machine. Alors que d'autres, comme l'Angleterre, comme le Portugal, ont souffert dans des matchs où on pensait qu'ils allaient être davantage dominants. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'Argentine qui est la plus forte, et c'est elle qu'on pourrait affronter en finale si les deux équipes gagnent tous leurs matchs, et qui est portée par un Léo Messi qui a 39 ans et est en train de faire une Coupe du Monde extraordinaire avec 6 buts. Une Argentine où on sent que toute l'équipe est tournée vers Lionel Messi. Il a gagné évidemment son premier mondial, ce qui l'a fait passer dans une autre dimension. On parlait d'une équipe en mission pour l'équipe de France. L'Argentine, je peux vous le dire, c'est pareil. L'Argentine, c'est exactement la même chose. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est exactement la même équipe à 2-3 noms près que 2022, finalement. Donc quand ils arrivent en 2026, on se dit, ils seront peut-être un peu cramés, ils sont peut-être un peu fatigués. Messi a 39 ans, on disait qu'il était même un peu incertain pour ce mondial. En fait, pas du tout. Ils ont complètement déjoué tous les pronostics, tout simplement. C'est l'équipe qui a le même état d'esprit et la même philosophie qu'en 2022. C'est-à-dire très solide au milieu de terrain, avec un trio qui est inamovible, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Le petit génie devant qui conclut toutes les actions. La seule petite nuance que j'émettrais sur l'Argentine, ce serait la même que Samuel pour l'équipe de France, c'est que l'Argentine n'a pas encore affronté de cador jusqu'ici en ce début de Coupe du Monde. Ça fait mal de le dire en tant que supporter algérien, mais ils n'ont eu à jouer que l'Algérie en premier match de Coupe du Monde, puis l'Autriche et enfin la Jordanie. Là, en 16e, ils auront le Cap-Vert. Donc c'est un chemin un peu facile. Et il pourrait potentiellement se casser les dents sur l'équipe de France si on était amené à les affronter une deuxième fois. On parlait de cette grande histoire du football, Cédric. On sait que Lionel Messi a rejoint Diego Maradona remportant son premier mondial. Bon, l'objectif, il est important. Là, il est de le dépasser avec une deuxième Coupe du Monde. 2 Coupes du Monde sur les 4 de l'histoire de l'Argentine, ce serait... ça les mettrait évidemment dans une catégorie à part. Elle est déjà à part, mais c'est vrai que le voir remporter une deuxième Coupe du Monde, ça semble, je pense, pour nous tous qui aimons le football, totalement inimaginable. Car je repense toujours à la Coupe du Monde il y a 4 ans, 2022, au Qatar. J'y étais avec France 24 et quand on a vu Lionel Messi remporter la Coupe du Monde, on s'est dit, bon, c'est super, il a fini sa carrière sur le plus beau des trophées. Il est le meilleur de l'histoire, très bien. La page Messi-Ronaldo, c'est fini. Et nous revoilà 4 ans plus tard et on retrouve les mêmes. Et Lionel Messi encore, qui est capitaine de cette équipe argentine. Où on voit tous ces joueurs soudés autour de lui qui veulent encore l'emmener vers un deuxième titre mondial. On le considère déjà comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, je pense que s'il remporte une deuxième Coupe du Monde, il n'y a plus de débat. Il sera le meilleur joueur de tous les temps, devant Pelé, devant Maradona. Pour moi, en tout cas, ça me semble évident, car à ce qu'il fait à son âge, en fait, c'est surtout ça qui est impressionnant, c'est de voir à l'âge qu'il a, 39 ans, si je vous induis pas en erreur tous, de le voir encore marquer autant de buts, d'être aussi influent dans le jeu. Bien sûr, c'est pas la même intensité qu'en club, il ne joue plus dans les meilleurs clubs européens, mais quand même, on est en Coupe du Monde avec les meilleures nations de la planète et le voir marquer comme il le fait, de voir toute une équipe autour de lui qui lui fait confiance les yeux fermés et de voir que l'Argentine est clairement armée pour aller en finale et voir remporter le tournoi, c'est absolument dingue en fait. C'est au vu de l'histoire du football, puisqu'on en parle, c'est juste inimaginable d'assister à ça. Et d'ailleurs, certains en Argentine le voient déjà continuer pour une prochaine Coupe du Monde, ce qui serait sa 7e, ce qui serait un record. On va quand même profiter de Messi lors de cette Coupe du Monde. Il est exceptionnel, 6 buts en 2 matchs et demi lors des poules.
Exactement. Il est en mission et en fait, j'arrive pas à mettre de mots dessus tellement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi en forme. Parce qu'on ne voit plus ses prestations avec l'Inter Miami. Exactement. Et surtout qu'on sait qu'il avait quelques pépins physiques avant l'entame du tournoi et là, c'est comme si tout avait disparu. Et surtout, c'est la répétition des efforts de Lionel Messi qui m'impressionne. Quand on regarde ses buts, c'est souvent des courses, des sprints de longue distance qu'il arrive à conclure avec énormément de lucidité. C'est vraiment impressionnant. On parlait de Ballon d'Or tout à l'heure. Si Lionel Messi remporte une deuxième Coupe du Monde, il pourrait aussi s'inviter au débat. C'est mon sentiment également. Peut-être aussi, et on fera le parallèle avec l'équipe de France, peut-être cette faille en défense. En tout cas, l'équipe a changé. Otamendi n'est plus là, il est sur le banc. Les latéraux également ont changé. Est-ce que vous sentez une petite faille côté argentin en défense ? C'est vrai que je pense qu'il faudra qu'on voit lorsque le niveau va s'élever et que là, il y a le Cap-Vert qui arrive, a priori son favori. Après, il y a la Colombie, s'il gagne, qui a fait une très bonne phase de groupe et peut-être qu'on va davantage pouvoir tester la défense argentine. Mais pour l'instant, ils ont pris assez peu de buts. Je calcule dans ma tête rapidement, je crois qu'ils en ont pris 0. Deux buts encaissés. C'était face à la Jordanie. Un seul face à la Jordanie. Un seul but. Donc pour l'instant, il y a une défense qui est assez solide, en tout cas dans le nombre de buts encaissés, mais face à une adversité assez faible. Ce que je trouve incroyable aussi pour le moment sur Messi, c'est le duel entre lui et Mbappé qui offre au football une histoire formidable. C'est-à-dire que les deux ont marqué ses buts en 4 matchs, en 3 matchs. Ils ont été coéquipiers, ils sont affrontés en finale de Coupe du Monde en 2022 et ça offre une histoire formidable à raconter aux petits-enfants. Cédric, ce sera le mot de la fin. On parlait de Kylian Mbappé, superstar aux États-Unis. Lionel Messi joue depuis quelques temps à l'Inter Miami. Quelle est l'ambiance sur place ? Est-ce que Lionel Messi est vraiment érigé en tant que dieu là-bas ? On sait qu'il y a une forte communauté argentine également aux États-Unis. On a croisé beaucoup de fans de Lionel Messi. Effectivement, c'est la star du championnat américain. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais pour être franc avec vous, depuis mon arrivée aux États-Unis, on est allé à Boston, à Philadelphie, à New York. Et je vois beaucoup plus de maillots de Kylian Mbappé. Donc peut-être que ça parle plus à la jeune génération actuelle, l'attaquant du Real Madrid, que Lionel Messi. Parce qu'on sait que de toute façon, les Américains sont plus fans de NBA ou de basket ou de football américain, que le soccer est quand même relégué dans les sports les plus populaires, même si depuis le début, les stades sont pleins. Il faut quand même souligner, il y a beaucoup d'Américains dans les tribunes. Donc Lionel Messi est un dieu pour nous, amateurs de football. Ici, c'est une superstar, mais à l'instant T, au moment où on se parle, Kylian Mbappé rivalise largement avec lui. Merci Cédric, vous restez avec nous évidemment pour ces prochaines semaines. On va suivre la Coupe du Monde avec vous. Merci Samuel. Merci Adèle d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous. L'information continue sur notre antenne.